Anakin Skywalker a remporté davantage de duels au sabre laser qu'aucun autre membre de sa génération au sein de l'Ordre Jedi. Le 19 avant Yavin, sur les berges de lave de Mustafar, Obi-Wan Kenobi met fin à cette série. Il tranche le bras gauche d'Anakin Skywalker, puis ses deux jambes, et le laisse brûler à quelques mètres d'un fleuve de magma. Ce qui se relève de ce combat, 22 ans après sa naissance, n'est plus un escrimeur. C'est devenu, malgré cela, le combattant le plus mortel de toute la saga. 23 années séparent l'achèvement du caisson de survie sur Coruscant, en 19 avant Yavin, de la destruction de ce même caisson au-dessus de la seconde étoile de la mort, en 4 après Yavin. Sur ces 23 années, aucune source canonique ne documente une défaite de Dark Vador dans un duel au sabre laser. Pas une. Le personnage qui perd son corps entier gagne, dans le même mouvement, une réputation d'invincibilité que ni Mace Windu, ni Yoda, ni Obi-Wan Kenobi n'ont jamais portée avec la même constance. Les guides de référence eux-mêmes entretiennent la contradiction. Ils continuent de classer Dark Vador dans la même discipline que son ancien lui, le Gemso, la variante offensive et martelante de la forme 5 du sabre laser. Le nom de la technique n'a pas changé. Le corps qui l'exécute, si. Et c'est précisément là que l'anomalie se loge. Un homme amputé de 3 membres, dont les poumons calcinés ne lui laissent plus qu'une fraction de son souffle d'origine, devient plus dangereux au sabre que le prodige qu'il était avant l'accident. Si la question de savoir ce qu'un maître Sith transmet réellement à son apprenti, la puissance, la technique ou simplement la capacité à survivre à sa propre destruction intéresse, une autre vidéo de cette chaîne remonte cette mécanique jusqu'à la règle des 2 et à ses conséquences sur Dark Bane lui-même. En 22 avant Yavin, sur le sable de l'arène de Geonosis, Anakin Skywalker engage seul le comte Dooku après que ce dernier a blessé Obi-Wan Kenobi d'une frappe à l'épaule. Anakin est encore padawan. Il attaque en forme 5, cherchant l'ouverture par la vitesse plutôt que par la patience. Et c'est cette impatience que Dooku exploite. Une feinte basse, une esquive tardive, et l'avant-bras droit d'Anakin tombe sur le sable, tranché net sous le coude. Yoda intervient avant que Dooku ne l'achève. Le jeune Jedi survit avec une prothèse mécanique greffée sous 48 heures. Sa première pièce de métal, 3 ans avant que le reste de son corps ne suive. Le Gemso s'est développé comme la branche offensive de la forme 3, celle des Jedi qui refusaient de se contenter d'absorber les coups et voulaient les retourner. Sa mécanique repose sur un cycle précis. Bloc solide, absorption du poids de la frappe adverse, puis riposte immédiate qui convertit chaque défense en attaque. La position de garde relève le sabre au-dessus de la tête, incliné vers l'arrière, prêt à s'abattre. C'est une forme qui exige de la force pure autant que du rythme, et Anakin en devient, de l'aveu unanime des chroniques du Temple, l'un des plus brillants exécutants que l'Ordre ait jamais compté. 3 ans après Geonosis, en 19 avant Yavin, dans la salle du Conseil suprême sur Coruscant, c'est cette même forme 5 qui lui permet de désarmer puis de décapiter le comte Dooku sur ordre du chancelier Palpatine. Le disciple a dépassé le maître qui lui avait pris un bras. Quelques semaines plus tard, sur Mustafar, Obi-Wan Kenobi prend position sur un monticule de cendres volcaniques surplombant le canal de lave. Anakin charge, encore emporté par la même vitesse offensive qui l'a rendu redoutable, encore certain que la puissance suffit à compenser l'angle. Il saute pour prendre la hauteur. Kenobi ne bouge pas. « C'est fini, Anakin. J'ai la position dominante, » dit-il. Et Anakin saute quand même. Le résultat tient en une phrase que les archives judiciaires impériales ne consigneront jamais avec cette précision. 3 membres sectionnés en un seul échange, puis la combustion des vêtements au contact du sol en fusion, puis les cris, que Kenobi ne peut se résoudre à écouter jusqu'au bout. Il abandonne le corps sur la berge, persuadé de l'avoir laissé mourir. Le costume assemblé quelques jours plus tard par les droïdes médicaux de Palpatine n'est pas une armure conçue pour combattre. C'est un système de survie auquel on a, presque comme un effet secondaire, greffé un sabre. Le roman Dark Lord, The Rise of Darth Vader, signé James Fuseno en 2005, matériau aujourd'hui reclassé Legends, décrit les premières semaines qui suivent l'éveil dans le caisson. Un être qui doit réapprendre à juger les distances sans le retour sensoriel d'une main de chair.
à répartir son poids sur 2 jambes mécaniques dont il ne sent plus le contact avec le sol, à frapper sans la certitude tactile qui guidait autrefois chaque riposte de James O. Rien dans ce texte ne décrit un renouveau technique. Tout y décrit une rééducation forcée, minimale, orientée vers une seule fonction, rester capable de tuer. C'est ce corps-là, 8 mois plus tard, que David Prowse revêt sur le tournage du premier film. Prowse est un ancien haltérophile de plus de 2 mètres, choisi pour sa stature, non pour son escrime. Sur le plateau d'Un Nouvel Espoir, en 1976, l'équipe constate rapidement qu'il casse les répliques de sabre laser en carbonate de calcium à chaque prise. Pour les 2 films suivants, la chorégraphie des duels est confiée à Bob Anderson, escrimeur olympique britannique ayant représenté son pays aux Jeux de 1952, qui enfile lui-même le casque et la cape pour les scènes de combat de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Le rôle reste secret pendant 7 ans. C'est Mark Hamill qui le révèle en 1983, dans un entretien accordé au magazine Starlog. Bob Anderson était l'homme qui menait vraiment les combats de Vador. C'était censé rester un secret, mais j'ai fini par dire à George que je ne trouvais plus ça juste. Le geste de Vador au sabre, celui que des générations de spectateurs ont associé à la puissance froide du personnage, est donc littéralement la signature technique d'un maître d'armes venu d'ailleurs, plaqué sur un costume conçu pour dissimuler l'impossibilité du corps qui l'habille. Sur le Death Star, dans le hangar où Obi-Wan Kenobi l'attend en 0 avant Yavin, le combat qui suit ne ressemble à aucune des chorégraphies de Geonosis ou de Mustafar. Les échanges sont lents, mesurés, presque cérémoniels. Vador ne cherche pas la vitesse qui le caractérisait autrefois. Le costume ne la lui permet plus. Il avance en ligne, frappe en force, laisse le poids du sabre faire le travail. Kenobi, de son côté, ne cherche pas non plus à gagner. Il abaisse sa garde, prononce une dernière phrase et se laisse frapper. Ce que l'Empire enregistre comme une victoire de Dark Vador est en réalité un adversaire qui choisit de perdre. Le mystère ne se referme pas là-dessus. Il s'épaissit. 3 ans plus tard, dans les couloirs de Cloud City, Vador affronte Luke Skywalker sans jamais chercher à l'achever proprement. Il projette des caisses à travers la pièce par télékinésie, laisse Luke se blesser contre les machines, referme lentement l'espace de fuite plutôt que d'engager un duel technique. Ce n'est qu'au moment où Luke tente une frappe désespérée que Vador tranche sa main droite d'un seul geste, presque distrait. Rien, dans cette séquence, ne relève de la virtuosité qu'affichait Anakin face à Dooku. Tout y relève du contrôle de l'espace et de la psychologie du désespoir. 1 an plus tard, à bord de la seconde étoile de la mort, dans la salle du trône, Vador engage à peine son sabre lors des premières minutes de l'affrontement. Il tourne autour de Luke, sonde sa colère, évoque Leia comme future recrue de l'Empire, avec une lenteur calculée. Ce n'est qu'au moment où Luke, submergé par la rage, se rue sur lui dans une série de frappes désorganisées, que Vador cède du terrain, encaisse, puis riposte. La main mécanique de Luke tombe sous un coup unique. La victoire de Vador dans cette salle ne provient d'aucune supériorité de l'âme. Elle provient d'une manipulation méthodique de l'adversaire, orchestrée sur plusieurs minutes avant que le sabre n'entre réellement en jeu. Entre ces 2 duels, sur le pont d'un vaisseau amiral rebelle capturé après la bataille de Scarif, en 0 avant Yavin, la même année que le hangar du Death Star, Dark Vador entre dans un couloir plongé dans l'obscurité pour intercepter les plans volés. La séquence, ajoutée tardivement au montage de Rogue One par le réalisateur Gareth Edwards, le scénariste Gary Whitta et le monteur Jabez Olson, dure un peu moins de 2 minutes. Le couloir s'éteint. La respiration mécanique emplit l'espace avant l'image. Le sabre s'allume, rouge, découpant juste assez de silhouettes pour que chaque soldat comprenne à qui il fait face. Ce qui suit n'est déjà plus un duel. C'est une saisie par la gorge qui soulève un homme du sol, un tir de blaster dévié sans effort visible, un empalement, puis un coup de lame qui tranche le plafond au-dessus des survivants pour leur couper toute retraite.
Aucun des soldats présents ne touche seulement l'armure. Ce n'est pas de l'escrime, c'est une extraction méthodique de vie exécutée par un corps qui n'a plus besoin de gérer sa propre fatigue, sa propre douleur, ni le risque de sa propre mort, puisque cette mort, en un sens, a déjà eu lieu, sur le sable noir de Mustafar, 20 ans plus tôt. Le principe qui explique cette progression tient en une phrase, et elle n'a rien à voir avec un quelconque perfectionnement du sabre. Le gemso d'Anakin Skywalker était un art parce qu'il devait composer avec un corps vulnérable. Un bras qui pouvait se rompre, des poumons qui pouvaient s'essouffler, une peur de la mort qui imposait le calcul, la retenue, l'économie du geste au bon moment. Le gemso de Dark Vador n'est plus cet art. C'est sa réduction à la seule mécanique qui subsiste une fois qu'on lui retire tout ce qui, chez un être vivant, régule la violence. La lassitude, l'instinct de conservation, la crainte de l'erreur fatale. Un corps que rien ne peut plus tuer facilement frappe sans calculer le risque du contre. Un esprit que la doctrine Sith a vidé de l'empathie n'a plus besoin d'anticiper la douleur qu'il inflige. Ce n'est pas une amélioration du style, c'est sa purge de tout ce qui, chez un swordsman ordinaire, ralentit la main. Cette lecture éclaire un détail que les sources Legends elles-mêmes relient à sa condition physique. Le roman Shadows of the Empire, signé Steve Perry en 1996, précise que les poumons d'origine de Vador restent en place après Mustafar, mais que leurs alvéoles, ces replis microscopiques où l'oxygène entre dans le sang, ont été irrémédiablement écrasés par la chaleur. Chaque inspiration lui coûte un effort que le masque compense sans jamais l'annuler entièrement. Ce même texte note, sans trancher la question, que Vador recourt à l'étranglement télékinétique plus souvent qu'à toute autre méthode d'intimidation ou d'exécution. Un duel au sabre prolongé exige un souffle que son corps ne peut plus soutenir sans assistance mécanique constante. La strangulation à distance, elle, ne coûte rien à des poumons calcinés. Ce que la mise en scène présente comme une signature de terreur est peut-être aussi, plus simplement, l'arme la moins coûteuse pour un corps qui ne peut plus se permettre l'endurance. Un seul affrontement, dans l'ensemble du canon documenté, s'éloigne de ce schéma de domination totale. En 3 avant Yavin, dans le temple Sith en ruine de Malachor, Ahsoka Tano retrouve celui qu'elle a servi comme padawan pendant la guerre des clones. Elle tranche une partie du masque d'un revers de lame, révélant le visage d'Anakin Skywalker sous le métal. Puis refuse de reculer même après avoir compris. Vador la pousse jusqu'au bord d'un gouffre et l'y fait basculer. Mais rien dans cet échange ne ressemble à la liquidation méthodique de la salle du trône ou du couloir de Scarif. Ahsoka le repousse, l'oblige à céder du terrain, endommage son masque, prolonge le combat au-delà de ce qu'aucun autre adversaire vivant n'obtiendra jamais face à lui. Elle est aussi la seule personne dans tout le corpus canonique à avoir appris le maniement du sabre directement de la main d'Anakin Skywalker. Avant Mustafar, avant le costume, avant que la vitesse et la finesse d'origine ne soient sacrifiées. Elle ne le bat pas, mais elle est la seule à le rapprocher, ne serait-ce que quelques minutes, de ce qu'il a cessé d'être. L'Ordre Jedi a bâti tout son enseignement du sabre sur l'idée que la maîtrise se gagne par la discipline d'un corps vivant. La patience de Soresu, l'économie de Makashi, l'équilibre que chaque padawan devait apprendre à préserver entre l'attaque et sa propre survie. Le côté obscur, tel que Palpatine le décrit à Anakin dans les loges de l'Opéra Galactique, promet un chemin vers des pouvoirs que certains considèrent comme contre-nature. Un raccourci vers la puissance qui s'affranchit de la lenteur de l'apprentissage. Ce que le parcours de Dark Vador démontre, ce n'est pas que ce raccourci fonctionne. C'est qu'il fonctionne en supprimant précisément ce que l'art du sabre était censé cultiver. La discipline Jedi transformait un corps fragile en instrument de maîtrise. La machine impériale a transformé un corps déjà détruit en instrument de puissance brute, en retirant ce que l'art aurait dû protéger. La conscience du risque qui rend un duel digne de ce nom. Le sable noir de Mustafar
n'a jamais rendu ce qu'il a pris. 23 années après avoir perdu, en un seul échange, les 3 membres qui faisaient de lui le meilleur escrimeur de sa génération, l'homme qui s'écroule sous les éclairs de Sidious dans la salle du trône de la seconde étoile de la mort, n'a jamais retrouvé cette vitesse, jamais reconquis cette précision. Il a simplement cessé d'en avoir besoin. C'est peut-être là que se referme la véritable équation de Darth Vador. La galaxie n'a plus jamais revu le duelliste que Mustafar a mutilé. Elle n'a vu, pendant 23 ans, que ce qui restait une fois qu'on lui avait retiré tout ce qui aurait pu le faire hésiter.